Bienvenue à tous et merci d'être venus à notre 10e webinaire de Les Amis de la santé mentale. La présentation de ce soir s'intitule « Comment les familles sont affectuées par la maladie et les moyens pour mieux aider le proche avec le trouble de personnalité limite ». Nous sommes chanceux ce soir d'avoir Dr Pierre David. Il est psychiatre, chef du programme des troubles relationnels et de la personnalité de l'Institut universitaire en santé de Montréal, à IUSMM, et professeur adjoint de la clinique de la faculté de médecine, département de psychiatrie de l'Université de Montréal. Nous apprécions grandement sa présence ce soir et les informations qu'il partagera. La présentation durerait environ 1 heure avec une période de questions et réponses bilingues à la fin. J'aimerais souhaiter la bienvenue au Pierre David sur le podium. Merci. Bonjour. Merci de m'inviter et de m'accueillir. On trouve ça toujours intéressant de rencontrer des gens pour partager, nous, notre expérience. Moi, je suis comme devenu, par la force du temps, des années, un peu plus expert dans cette problématique pour laquelle je suis comme complètement dédié depuis près de 20 ans. Là. Ce qui est intéressant de noter au fil des années quand même, c'est que c'est une des problématiques pour lesquelles en psychiatrie il y a eu le plus de changements. On a souvent en psychiatrie considéré que l'avenir était très prometteur, que les neurosciences nous apprendraient plein de choses, qu'il y avait des médications qui rapidement nous amèneraient à changer les traitements. C'est plus lent que l'on pense dans plusieurs domaines. Le cerveau est complexe, mais clairement, il y a eu depuis 10-15 ans un changement de paradigme dans la considération des troubles de la personnalité et du traitement. Alors, dans la présentation, j'ai essayé de rendre compte de quelques-uns de ces éléments-là. Maintenant, 1 heure, c'est beaucoup, mais c'est surtout pas long. Alors, j'ai ciblé quelques aspects d'information en lien avec l'état des connaissances, en lien avec l'évolution du trouble de la personnalité, en lien avec qu'est-ce qui fait que certains patients ou certaines personnes vont bien évoluer et qu'est-ce qu'on va tenter de mettre à l'avant-plan pour que l'évolution soit positive, avec quelques peut-être idées de ce qui peut être supporté ou, qui peut être encouragé pour les familles, pour bien aider les proches à la toute fin. Mais mon propos est plus au niveau de vous donner initialement quelques informations techniques. Alors, habituellement, il y a des gens qui sont très connaissants dans les troubles de personnalité, d'autres très peu, ce qui fait que c'est difficile des fois d'avoir un propos qui rassemble tout le monde. Je vais au départ passer en revue assez rapidement je vais voir. Les conflits d'intérêts, non. Mais assez rapidement, donc, le diagnostic du trouble de la personnalité limite. Trouble de personnalité limite ou borderline ou TPL ou BPD, on les utilise indifféremment. En français, on utilise aussi le mot borderline. Je l'utilisais avec les patients avant. Mais sur le web, il y a eu des échanges sur les patients francophones. Et là, c'est comme ils s'appelaient les groupes des TPL. Alors, dans le Québec français, c'est plus le mot TPL qui est utilisé. Mais on a des échanges avec des collègues français et suisses. Et en France et en Suisse, comme d'autres appellations, ils parlent de borderline. Bon. Comme le parking et tous ces... Bon, alors, vous êtes dans Montréal-Ouest, vous savez bien toutes ces choses-là. Donc, un peu les nuances. Les autres traits de personnalité à considérer, puisqu'il faut être nuancé. Là, c'est un point que je trouve important. Souvent, les gens qui ont des enjeux TPL sont beaucoup dans le clivage, tout blanc, tout noir. Il n'y a pas juste les gens qui sont dans les enjeux TPL, là, mais eux le sont beaucoup. Alors, nous, quand on est proche, autour, les aidants, il faut être pas vraiment. Il faut comme contrebalancer ça et être davantage dans les nuances. Trouble de personnalité, d'où ça vient, comment ça peut évoluer et quels sont les facteurs qui peuvent favoriser une bonne évolution. Parce que ça, c'est l'élément majeur à prendre en compte. Auparavant, on avait l'idée que c'était un peu une condamnation de diagnostiquer un trouble de la personnalité. Alors, jusqu'à il y a
quand même, dans les années 90, même début des années 2000, c'était un diagnostic d'exclusion. On priorisait de donner des diagnostics de bipolarité ou d'autres maladies pour lesquelles on pensait qu'un traitement pouvait être utilisé parce que il y avait une chance, on donnait la chance aux coureurs. Et bon, en désespoir de cause, quand la médication ou la thérapie traditionnelle n'avait pas fonctionné, des fois, on portait le diagnostic de trouble de personnalité limite. On a vu, par contre, et il y a de multiples études, et je vais le rapporter là, dans l'évolution, il y a de multiples études qui démontrent que les patients peuvent bien évoluer, perdre le diagnostic. Il y a des enjeux de fonctionnement qui, parfois, sont difficiles à adresser, mais donc, on a changé clairement de paradigme là-dessus. Et vous savez aussi que dans le DSM-5, ben là, on a enlevé les axes. Avant, on avait les axes 1, 2, 3, 4, 5. Donc, l'axe 2, sur lequel se situait la déficience intellectuelle et le trouble de personnalité, était vu comme étant des conditions stables au long cours. Les évidences étant que non, ces choses-là changent. Alors, je ne sais pas si c'est bon d'enlever tous les axes, mais l'axe 2 n'existe plus, donc c'est considéré comme une condition au même titre que le trouble panique ou la dépression majeure ou le trouble bipolaire. Alors, on va regarder quelques éléments pour favoriser la bonne évolution, puis quelles sont les caractéristiques des gens qui évoluent bien. Et actuellement, c'est un peu, nous, notre préoccupation. Comment faire pour que la personne évolue bien? Comment faire pour qu'elle puisse profiter des traitements et perdre le diagnostic et devenir quelqu'un qui est fonctionnel en société? Alors, on n'a pas toutes les réponses du tout, mais c'est la préoccupation qu'on a. Donc, on va garder les questions pour la fin. Vous êtes gentil de me permettre de parler en français, dans le sens où ma capacité d'expression anglaise est très inconstante. Pour ceux qui ont une langue seconde, il y a des journées où on se débrouille très bien, puis des journées, je ne sais pas ce qui se passe, ça va très mal. Alors, le français... Mais je pourrais prendre les questions en anglais, par contre. Alors, rapidement, si on fait un retour sur la symptomatologie, s'il y avait un mot à retenir, c'est l'instabilité. Alors, même, on parlait des fois de la stabilité dans l'instabilité, donc ça bouge souvent et c'est un peu imprévisible. Et nous, on le regroupe en instabilité émotionnelle, interpersonnelle, comportementale, identitaire. Puis on parle aussi de symptômes perceptuels où ce n'est pas de l'instabilité, là, mais émotionnel, donc on parle de affectif. Et la différence chez les troubles de personnalité limite des troubles bipolaires, c'est que les troubles de personnalité limite ont habituellement des variations multiples, parfois dans la même journée, parfois pour des périodes de temps qui sont très courtes, quelques secondes, quelques minutes, qui surviennent d'une façon parfois inattendue. Parfois en lien avec un stresseur, un commentaire déplaisant, une crainte d'abandon ou quelque chose, une adversité, mais parfois rien d'identifiable. Et typiquement, quand la personne ne va pas bien, elle n'est pas que triste, elle peut être ce qu'on appelle dysphorique, mais colérique, irritable, pas bien. Et quand elle va bien, bien là, ça va très, très bien. Mais ce n'est pas un épisode maniaque qui va durer plusieurs jours, plusieurs semaines, et ce n'est pas un épisode dépressif qui va durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Ce qui n'empêche pas d'avoir des variations quand même par rapport à quelques semaines qui vont mieux ou moins bien, mais typiquement, on va avoir quelqu'un qui va avoir ce qu'on appelle les montagnes russes, là, et ça, c'est assez présent. Rares sont les patients TPL qui n'ont pas cette présentation-là. Sentiment fréquent de colère qui n'est pas toujours exprimé par des agirs physiques, mais qui est souvent ressenti. Instabilité interpersonnelle, donc une difficulté à se relier d'une façon stable et prévisible avec les gens autour de soi. Donc, typiquement, ce sont des gens qui vont rapidement faire un lien, se rapprocher, devenir quasi fusionnel, mais ce rapprochement devient un peu instable et il y a rapidement éjection. Donc, les plus souffrants, les plus symptomatiques vont avoir des liens très instables avec des figures amoureuses ou d'amitié. Et il y a beaucoup de gens qui ne vont pas garder des liens au long cours. Hein. Ils vont avoir plusieurs copains, amis, mais si on regarde qui, parmi les gens que vous côtoyez, sont dans votre vie depuis plus de 6 mois, 1 an, 2 ans, parfois il n'y a presque personne, parce que ça bouge beaucoup. À l'extrême, on n'est pas obligé d'avoir tous ces symptômes-là, mais ça, c'est un symptôme qu'on note souvent. Des relations qui sont aussi caractérisées par la peur du rejet et de l'abandon. Donc, et ça, tous ces symptômes-là
ce sont des variations de ce qu'on voit chez la plupart des gens qui n'ont pas un trouble de personnalité limite. Là. D'avoir des instabilités dans les relations, ça peut arriver. De ressentir de la colère, ça peut arriver. D'avoir soi-même des instabilités d'humeur sans trop comprendre l'origine, ça peut arriver. Maintenant, chez les patients TPL ou borderline, c'est l'importance de cette manifestation-là qui est caractéristique et le dysfonctionnement que ça amène. Alors, ces gens-là sont particulièrement préoccupés par le rejet, l'abandon et vont souvent, même après quelques années, vont reconnaître ce sentiment-là, même si objectivement, ils arrivent à convenir que non, il n'y a pas de raison de craindre un abandon, mais c'est plus fort que moi, je suis très préoccupé, très vigilant face à ça. Instabilité comportementale avec des comportements impulsifs, dommageables, qui ont souvent comme visée de soulager la dysphorie. Alors, des gens qui, suite à des enjeux relationnels, des pertes ou des difficultés, vont pour compenser ou pour colmater un peu leurs émotions difficiles, avoir des comportements dans la consommation de drogue, sexualité non protégée, impulsive, dans les jeux de hasard, dans la dépense d'argent, conduite automobile rapide, là, de la rage au volant, c'est un symptôme que l'on voit souvent. Donc, c'est pas juste d'aller à 120, 125, là, c'est d'aller, des fois, d'être très réactif quand quelqu'un va les dépasser ou d'aller à des grandes vitesses. Là. Puis, on pose souvent cette question-là, puis on a souvent des réponses positives, mais, et de gens qui n'ont pas eu beaucoup de contraventions, là, malgré tout. Comportement suicidaire, donc. On les mettait avant ensemble, maintenant, on apprend à les distinguer. C'est que l'automutilation ou les gestes autodestructeurs, c'est, oui, revu dans le même regroupement que les comportements suicidaires, mais parfois, ce sont des comportements qui n'ont pas rien à voir l'un avec l'autre. À savoir que l'on voit souvent des gens qui vont s'automutiler, se lacérer en situation de crise ou pour soulager un inconfort, mais qui n'ont pas de préoccupation suicidaire nécessairement ou qui n'ont jamais fait de gestes suicidaires. Et l'un et l'autre n'ont pas nécessairement toujours des liens. Typiquement, l'automutilation a pour visée de soulager une douleur, une souffrance, mais parfois, c'est un message d'appel à l'aide, parfois, c'est une visée de se punir, parfois, c'est aussi près d'un geste suicidaire si c'est davantage intense ou dangereux comme mise en contexte. Alors, tous ces mots-là, souvent, quand on voit, nous, les personnes qui en sont en tête, c'est comme, on ne prend pas juste oui ou non, c'est pas juste un checklist, c'est de voir exactement comment ça se manifeste, qu'est-ce qu'il y en est, quand il y a des comportements impulsifs ou d'automutilation, qu'est-ce qui vous a amené à votre idée à arriver à ce comportement-là, comment ça vous soulage. Tous ces éléments-là sont importants pour comprendre le pattern puis dans quoi ça s'installe. Instabilité identitaire. Bon, diffusion de l'identité, ne pas savoir qui on est, ce que l'on veut dans la vie, nos buts. C'est large comme critère. C'est évident qu'on va être davantage exigeant chez une personne de 35 ans que chez un jeune de 18-19 ans. Là, dans notre monde actuel, de ne pas trop savoir ce qu'ils veulent à 18-19 ans, c'est comme attendu. Mais on va voir quand même, chez certains qui ont beaucoup ce critère-là, une grande difficulté à définir qui ils sont, ce qu'ils aimeraient, avec qui ils veulent être. Un peu dans l'idée où ils ont souvent été en lien avec des gens et où ils ont voulu ne pas être laissés, ils ont eu de la difficulté à être seuls. Et de ce fait, ils sont rarement arrivés à prendre du recul pour arriver à se définir, savoir eux-mêmes qu'est-ce qui les intéressait, ce dans quoi ils aimaient se développer. Sentiment de vide intérieur, emptiness, c'est un mot qui est comme... Ça m'a pris du temps avant de... J'ai essayé plein de choses, savoir comment poser cette question-là, mais à force est de constater que les patients me disent qu'il faut simplement questionner directement le vide intérieur, le emptiness. Quand ça leur dit quelque chose, ils vont nous répondre positivement. Les gens pour lesquels il faut trop donner d'explications, c'est que ça réfère à une réalité qui n'est pas la leur. Là. Un peu comme si on demande à des gens s'ils ont des hallucinations auditives, puis on explique trop en détail, s'il faut trop expliquer, c'est que probablement ça ne réfère pas à une réalité ou à un symptôme qu'ils présentent. Et symptômes perceptuels, en situation de crise, lorsqu'il y a des tensions, il y a des gens qui vont avoir ce qu'on appelle des moments de dissociation ou des symptômes paranoïdes qui sont
exagéré de ce qui serait attendu dans un contexte tel qu'ils vont nous décrire. C'est un symptôme qui est inconstant, mais qui est rajouté là, en 1994 dans le DSM-4, qui n'était pas dans le DSM-3, qui fait moins partie, à mon idée, du corps des symptômes, mais qui est parfois présent. Alors, on peut avoir, pour avoir un diagnostic, il y a 2 critères pour les numéros 1 à 4 et 1 critère pour le numéro 5. Donc, techniquement, il faut avoir 5 critères sur 9. Mais on va voir que c'est comme le monde n'est pas séparé entre ceux qui ont un trouble de personnalité limite, ceux qui n'en ont pas. Il y a moyen d'avoir 3 critères, mais des critères qui sont importants ou qui nous amènent à un grand dysfonctionnement, ou d'avoir 5-6 critères, mais d'avoir quand même un fonctionnement relativement préservé. Alors, c'est relativement artificiel, ce cut-off-là, mais pour les études, pour les publications, c'est ce qui sert de référence. Et tout ça évolue ensemble. C'est juste pour vous donner une idée. S'il y a un stress, la personne va ressentir davantage l'abandon, va ressentir un vide intérieur, peut avoir un agir impulsif ou automutilatoire, ce qui va amener dans le couple, la famille, une instabilité relationnelle exacerbée. Il va manquer l'école, le travail, l'environnement va réagir, et là, ils vont se sentir encore abandonnés. Alors, tout ça évolue ensemble, et quand ça va mal, habituellement, tout bouge ensemble. Le bon point, quand ça se met à bien aller, tout s'influence. Quand on arrive à cibler les comportements impulsifs, quand on arrive à cibler la suicidalité, l'environnement est davantage rassuré, il y a peut-être davantage de stabilité, et de ce fait, les choses peuvent aller mieux rapidement aussi. Ce qu'on disait tout à l'heure, donc avec 5 critères sur 9, ça permet d'avoir 256 configurations possibles du trouble de personnalité limite. Alors, quand on a donné ce diagnostic-là, on n'a pas dit grand-chose dans le sens où chaque personne est unique. Puis même si on avait 2 personnes côte à côte qui ont les mêmes 6 critères, moi, je peux présenter des critères d'automutilation selon tel pattern, soit m'automutiler simplement avec des lames de rasoir dans un contexte précis. L'autre a pu ne jamais s'automutiler, mais faire des gestes suicidaires dans des contextes de rupture amoureuse. On coterait tous les 2 positivement pour le critère, mais ce serait différent quand même. Alors, il faut être conscient qu'un diagnostic chez une personne n'équivaut pas au diagnostic chez une autre personne. Et j'aime bien la classification DSM, mais il faut voir que c'est très limitatif. C'est un langage qu'on accepte de parler pour se comprendre, pour échanger, pour voir quel traitement on va proposer, mais on n'a vraiment pas dit grand-chose une fois qu'on a donné ce diagnostic-là. Puis il y a différentes classifications avec différentes définitions. Il y a des querelles d'experts sur comment on devrait le mieux diagnostiquer. Dans le DSM-5, il y a une section alternative à l'étude pour le diagnostic des troubles de personnalité parce qu'on convenait que la section officielle n'était pas satisfaisante, mais les gens ne s'entendent pas assez sur comment on devrait le redéfinir, alors on ne bouge pas. Et la classification internationale, qui est celle que l'on suit officiellement au Canada, parce que le DSM, c'est celle des États-Unis, mais dans les faits, on est selon la classification internationale, va arriver avec un autre système de classification pour les troubles de personnalité. Alors, ça ne change pas la réalité de ce que l'on voit, puis les éléments cliniques, puis la recherche, mais c'est pour vous dire que il faut comme nuancer sur la classification. Alors, le monde n'est pas séparé entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas un TPL. Tout le monde a une personnalité, puis des enjeux de personnalité limite, c'est pas rare que des gens en présentent en situation de crise. Alors, les éléments clés, l'instabilité, le clivage, et l'angoisse de perdre l'autre, l'angoisse d'abandon. Ce sont des éléments qui reviennent très, très souvent. J'ai envoyé les copies PDF des diapos qui pourront vous être redistribuées. D'autres enjeux qui sont souvent associés, mais qui ne sont pas des enjeux TPL, parce qu'on évolue dans une société où il y a plein de choses qui se passent, et donc on a souvent d'associer des enjeux de fragilité d'estime de soi ou des enjeux de fragilité narcissique. Bon, un terme qui est plus à l'avant-plan depuis la présidentielle d'il y a 1 an. Alors... mais c'est en français, il n'y a pas d'Américains qui vont voir ça. Là. Mais alors, ce qu'on parle par fragilité de l'estime de soi, c'est une préoccupation et une inquiétude très importante pour sa valeur, son estime de soi, en accordant souvent beaucoup d'importance à ce que les autres aient une bonne opinion de soi ou une image de soi ou à bien paraître.
Les adolescents, les jeunes adultes sont particulièrement dans le monde aujourd'hui avec les médias sociaux sensibles à ça, mais c'est des enjeux qui peuvent toucher tout le monde et c'est des enjeux qui ne touchent pas toujours les TPL, mais souvent. On va avoir des jeunes adultes qui vont avoir des comportements impulsifs, pas seulement dans une crainte de rupture ou dans un moment de rupture ou une crainte d'abandon, mais aussi dans un contexte où ils ont mal paru, où il y a eu des commentaires désobligeants à leur endroit sur les réseaux sociaux, puis il y a tellement de gens là-dessus que c'est peut-être pas très difficile à trouver. Alors ça, c'est des éléments qu'on voit. Donc des gens qui sont sensibles aux réactions des autres, qui se sentent facilement honteux, humiliés et qui recherchent l'approbation de l'entourage. Des éléments obsessionnels compulsifs aussi, donc orientés vers le perfectionnisme aux dépens d'une souplesse et de l'ouverture. Alors c'est des éléments que l'on voit beaucoup chez les jeunes très performants à l'école, puis ça peut être amalgamé avec les éléments limites. Et puis les traits évitants aussi, des gens qui deviennent soit qui sont ados ou jeunes adultes, ou plus tard dans leur évolution, qui deviennent un peu inhibés socialement, qui ont peur de ne pas être à la hauteur, qui sont hypersensibles au jugement des autres et qui, de ce fait, vont être un peu en retrait d'activité sociale. Alors ça, c'est des caractéristiques qui peuvent teinter la présentation clinique de quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite et qui sont à prendre en compte quand on offre un traitement pour adresser en même temps ces enjeux-là. Si quelqu'un a une estime de soi très, très fragile, ben, il faut, puis que c'est un des éléments qui les amène à avoir des agurs impulsifs, ben, c'est intéressant d'en prendre compte pour avoir, autant dans les plans de crise que dans les objectifs thérapeutiques, ces éléments-là qui sont spécifiquement travaillés. Très brièvement, la personnalité, où ça vient. Alors, ça, c'est un graphique qui vient, je crois, que j'ai copié ou aménagé de Joel Paris, qui est au Jewish. Et que j'aime, c'est qu'il est très simple. On parle d'un amalgame de l'environnement et du tempérament qui forment d'emblée pour tout le monde des traits de personnalité. On a chacun une façon de se définir. Et on parle d'un trouble de la personnalité comme d'une amplification de certains traits qui nous amènent à un certain dysfonctionnement. Et l'intérêt de ça, ben, c'est comme j'aime cette petite flèche-là. Là. C'est pas parce qu'on est là qu'on doit y rester. On peut revenir à présenter des traits de personnalité sans avoir un trouble et de ce fait avoir un meilleur fonctionnement. Alors, l'idéal, ce qu'on aspire pour les gens qui ont un TPL, qui sont en traitement, c'est qu'éventuellement, ils vont probablement rester des gens très sensibles à l'environnement, mais parfois très énergiques, dynamiques, qui vont prendre beaucoup d'initiatives, qui vont, s'ils arrivent à mieux se connaître, prendre des mesures pour ne pas avoir des comportements dommageables pour eux-mêmes ou pour autrui, et de ce fait, éviter de se retrouver dans des difficultés majeures, puis bien évoluer. Souvent, on prend l'exemple du jeu des échelles et des serpents. Là. Alors, c'est de leur apprendre à le moins possible. C'était très, très populaire il y a longtemps, là, mais c'est de leur apprendre à le moins possible prendre des longs serpents qui les amènent à reculer de plusieurs rangées. Et il y a des fois de tels serpents. Là. On voit des gens qui vont au travail faire des crises suicidaires, qui vont le faire en couple, avoir des comportements agressifs ou de l'impulsivité très dommageable. Parfois, c'est très, très coûteux à rattraper. Tempérament. Tout le monde a un tempérament. Juste pour vous donner une idée, et il y a encore plein de discussions d'experts de recherche. Tout le monde convient qu'on a tous un tempérament qui devrait être des dispositions relativement stables à partir de l'âge de 2 ans et qui sont peu influencées par l'environnement, l'éducation. Alors, les recherches démontrent qu'il y a quelques modèles au niveau de la recherche de la nouveauté et de l'excitation. Les patients TPL seraient davantage forts dans la recherche de la nouveauté. Souvent, ils aiment ça quand ça bouge, quand il y a de l'action, mais ça dépend comment on gère ça dans sa vie. Il y a moyen d'avoir des gens très dynamiques qui vont mettre en place une organisation de vie ou avoir des activités qui vont les amener à bouger beaucoup, mais sans avoir des comportements dangereux. Alors, évitement de la douleur, dépendance à la récompense, persistance, extraversion, consciencieux. Il y a plein d'éléments qui sont notés, mais qui ne sont pas... et qui, en lien avec l'environnement, pourraient davantage prédisposer au développement d'un trouble de personnalité limite, mais rien n'est d'emblée, déterminé.
Et pour voir ses propres éléments de tempérament, ceux des autres, souvent l'exemple que l'on peut donner, c'est pour les parents qui ont 2 enfants. Habituellement, il s'agit simplement d'observer dans les premières semaines de vie 2 enfants qui sont génétiquement proches, mais qui ont souvent des réactions, des caractéristiques tout à fait différentes. Puis les parents se disent, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de différent avec l'un ou l'autre? Mais un va se réveiller plus rapidement, pas tolérer d'avoir faim, l'autre va, au contraire, apprécier telle activité, l'autre ne l'aura pas. Alors, ce pas des facteurs d'apprentissage. Alors, c'est juste une façon de nous amener à comprendre que oui, il y a des éléments qui sont caractéristiques des gens, qui déterminent le tempérament et qui sont à prendre en compte. Et dans l'évolution de tout le monde, d'apprendre à connaître quels sont nos éléments de personnalité ou notre tempérament pour adapter un peu notre environnement à quelque chose qui va avec ça, c'est un élément intéressant. Bon, juste pour vous donner un exemple, là, il y a des gens qui aiment ça, les stimulations fortes. J'aurais de la difficulté. Ça me prendrait quelque chose de très, très... un gros prix pour aller là. Mais il y en a qui le font gratuitement, qui payent cher là, pour faire ça. Là. Bon, la persévérance, bon, ça, c'est le contraire. Quelqu'un qui est hyper méticuleux. Bon, malheureusement, je suis plus proche de ça, ce qui n'est pas le fun. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des éléments à prendre en compte. L'environnement, donc, facteur à considérer à tout coup dans le développement de la personnalité. Il doit être compris au sens le plus large, incluant l'environnement physique, humain, les expériences de vie. Et puis, il faut comprendre qu'il n'y a pas de scénario unique dans le développement d'un trouble de personnalité limite, mais on retrouve souvent plus d'instabilité et ou d'imprévisibilité. Donc, des proches très présents, puis des séparations, ou des périodes de négligence, ou des périodes d'abus et ou de violence. Alors, on va, dans certaines familles, si on va rechercher, on ne trouve rien de spécifique. La famille était très présente, adéquate. Il y a des frères et sœurs qui fonctionnent bien. Puis, il y a d'autres situations où il y a eu, oui, clairement, des situations plus difficiles d'abus de négligence. Alors, il y a des enfants qui sont plus fragiles à des situations d'environnement particulière où il y a des enfants qui sont arrivés ou, comment dire, ont des étapes développementales qui se présentent dans un moment de la famille où il y a plus de vulnérabilité. Alors, on ne comprend pas tout, mais on va parfois tenter de bien documenter ça, mais on ne va pas dans les éléments de thérapie accessibles ou modernes, jamais travailler de façon soutenue sur ces éléments-là d'abus, négligence, même si on les identifie. On ne veut pas les négliger, les mettre de côté, mais à notre idée, l'objectif du traitement est d'améliorer le fonctionnement adulte de la personne, d'amener la personne à comprendre quelles sont ses fragilités, puis à amener à faire des bons choix. Mais éventuellement, s'il y a une démarche plus psychothérapeutique, introspective, en lien avec les histoires développementales qui auraient pu être traumatiques, mais il faut que la personne soit relativement stable parce que ça peut être très déstabilisant. Alors nous, dans le milieu hospitalier, ce n'est pas un épisode de soins que l'on va rapidement encourager. Tout ça en ne voulant pas le mettre de côté ou le négliger, mais c'est quelque chose qu'on ne va pas mettre l'attention ou le focus parce qu'on trouve qu'on a plein de travail à mettre sur ce qui se passe dans le moment actuel. Donc, la phrase, c'est que le traumatisme, c'est un facteur prédisposant, mais pas nécessaire ni suffisant. Et ça, c'était une question de recherche importante au début des années 2000. Il y a maintenant beaucoup moins de recherche sur ce sujet-là. C'est assez clair là, comme élément de réponse. Donc, c'est le même tableau, mais avec la petite flèche qui fait que l'on remonte, et c'est ce que l'on souhaite. Maintenant, c'est la section sur l'évolution au fil du temps du trouble de la personnalité. Alors ça, c'est un graphique de l'INSPQ, c'est l'Institut national de santé publique du Québec, où ils ont des mégadonnées. Alors, toutes les visites que l'on fait tous dans le système public auprès des médecins, on a des diagnostics, on est coté de façon impersonnelle, là, mais ils ont des mégadonnées. Et les diagnostics de troubles de personnalité qui sont relatés, on voit que c'est surtout dans 18 ans à 40 ans, et on voit beaucoup moins de ces diagnostics-là plus âgés. On les voit aussi beaucoup moins, bien évidemment, avant l'âge de 14 ans. Ça nous donne une idée que les données supportent ce que l'on observe et d'autres recherches, comme quoi que c'est un diagnostic qui est surtout donné, présent au début de l'âge adulte. D'autres graphiques
Ça fait plusieurs graphiques, mais je les trouve intéressants parce que c'est des points de vue très différents, mais ça va tous dans le même sens. Alors ça, c'est une recherche très intéressante qui a été faite et publiée en 2011 et qui prenait au départ des gens qui avaient un trouble de la personnalité limite. Et donc, on voit les critères, les 9 critères que l'on a vus au départ, qui sont écrits en anglais, et on voit l'évolution au fil du temps, des années sur 10 ans, des critères chez les personnes qui ont été suivies aux 2 ans. Plusieurs étaient en traitement, certains n'étaient pas en traitement, peu étaient en traitement standardisé selon les meilleures pratiques. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire le lien précis au long cours entre la bonne évolution et un traitement spécifique. Mais déjà, ça va supporter les données que l'on a vues dans d'autres études, à savoir que la plupart des gens qui ont un trouble de personnalité limite pour lequel on prend une photo à un moment X, bien, la photo ne va pas rester stable. Au fil des années, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, plusieurs vont perdre le diagnostic. On va voir qu'il y a des nuances à faire. Alors là, il y a 2 méga études américaines qui ont bien démontré ça. Puis la première personne qui avait amené cette idée-là, c'est encore Joel Paris du Jewish, qui avait fait une étude sur 27 ans de suivi de patients avec des moyens techniques et de recherche très limités, mais il a pu regarder l'ensemble de l'évolution de sa clientèle pour démontrer que non, plusieurs perdaient le diagnostic. Mais ça prend plusieurs études avant d'avoir une donnée réelle. Ça, c'est pas une recherche, c'est juste pour vous donner un exemple de l'évolution possible où on a la sévérité puis on a le temps. Alors, on a des gens qui vont évoluer de façon très variée, mais si on prend chaque ligne qui a une couleur différente, qui serait une évolution différente ou spécifique. Donc, on pourrait imaginer quelqu'un qui va très mal et ça, suite à un traitement ou une relation amoureuse plus stable, va pendant quelques mois très, très bien, redevient symptomatique, puis tranquillement, au fil des années, perd les symptômes, où on voit des gens qui sont plus instables, mais de façon générale, les gens vont aller vers une diminution de leur symptomatologie et perdre le diagnostic. Mais encore là, il y a beaucoup de nuances à faire, mais donc, ce n'est pas une condition qui est stable, qui reste là très longtemps. Là, c'est un genre de tableau de mon cru, avec les données qu'on reçoit d'un peu partout. Alors, il n'est pas, il n'est sûrement pas l'exact reflet de la réalité, mais ça peut nous donner une idée sur l'évolution à moyen terme, à long terme, des patients ayant un TPL. Alors, ce que j'ai tenté de démontrer là, c'est de faire la différence entre la perte du diagnostic et l'établissement d'un bon fonctionnement. Alors, ce qu'on s'est aperçu, c'est que plusieurs personnes vont perdre les symptômes en lien avec l'impulsivité, l'automutilation, avec les gestes suicidaires, qui vont moins présenter de colère, qui vont moins avoir de relations instables. Mais souvent, on va voir des gens qui vont le faire au prix d'un certain isolement. Alors, un des scénarios qui est vraiment pas rare, c'est d'avoir des gens dans la vingtaine qui vont évoluer avec le temps, soit qu'ils ont eu des traitements ou pas, qui se rendent compte que, d'essayer d'avoir un travail, c'est difficile, j'en ai perdu plusieurs, relations amoureuses, même chose, et qui vont comme un peu abdiquer ou abandonner à l'idée d'avoir un mode de vie plus satisfaisant et qui vont se retrouver relativement isolés, soit en chambre, sur l'aide sociale, avec 1 ou 2 liens qui, si on prend la photo de ce qu'ils font à ce moment-là, à 35-40 ans, bien, ils ont peut-être pas assez de critères pour avoir un TPL parce que l'instabilité émotionnelle et relationnelle, ils l'ont plus, il n'y a plus beaucoup d'occasions d'avoir cette instabilité-là. Le sentiment de rejet ou la crainte de l'abandon non plus parce qu'ils voient très peu de gens ou les gens qui sont autour d'eux, ce sont des gens très résistants, qui ont vu plusieurs crises et qui les abandonneront jamais. Puis même, les gens finissent par convenir que ils sont fiables à ce niveau-là. Des gens qui font moins de gestes suicidaires ou d'automutilation, mais qui n'ont pas un mode de vie. C'est pas un good achievement. Là. C'est quelque chose qui amène à ce que les gens soient moins dans les contextes d'urgence, en situation de crise, mais c'est un fonctionnement qui est moyen. Alors, ce que l'on voit, si on prenait la partie rouge, ce serait la photo de 100% des patients qui ont un trouble de personnalité limite, donc qui sont dans les AGIR. Et avec le temps, on voit qu'au bout de 25 ans,
très peu, là. Les chiffres peuvent être contestables, mais c'est moins de 20% des gens qui, 25 ans après, vont avoir un tableau similaire. Ce qu'on va avoir beaucoup, c'est d'avoir des gens qui ne présenteront pas le tableau d'un trouble de personnalité limite, il peut y avoir quelques critères, mais dans ce que j'appelle un peu la trappe grise, un peu comme la trappe de sable au golf, que je joue pas, mais que c'est dur à sortir, il semblerait. Donc, c'est de perdre les symptômes, mais d'avoir un relatif dysfonctionnement, d'être beaucoup dans l'isolement. Et ce qu'on aspire, puis c'est une proportion assez significative. Et là, toutes les nuances sont permises, à savoir comment on définit cette section-là. Qu'est-ce qui est un bon fonctionnement? Il n'y a pas d'unité de mesure unique qui est comme proposée. Il y avait Zannarini aux États-Unis qui proposait d'avoir un travail à temps plein puis un lien significatif au moins une fois par semaine avec quelqu'un. Mais ça, c'est l'idée américaine, là, d'avoir un travail à temps plein. Pour moi, d'avoir un fonctionnement correct pourrait impliquer d'être aux études, d'avoir un travail à temps partiel. Mais bon, il y a différentes façons de voir les choses. Avoir une relation une fois par semaine avec quelqu'un, c'est peut-être pas non plus très, très engageant. Bon, mais toujours est-il qu'on voit beaucoup de gens qui sont peu fonctionnels, mais qui n'ont plus de symptômes. Et ce qu'on aspire, c'est d'avoir des gens qui n'ont plus les symptômes des agirs, qui n'ont plus les symptômes impulsifs ou d'expression de colère, mais qui sont capables d'avoir une activité productrice, travail, bénévolat, mais être impliqué dans quelque chose qui demande une certaine responsabilité et d'avoir des liens sociaux relativement satisfaisants. Maintenant, il n'y a pas une façon de vivre sa vie. Hein? Des gens qui sont célibataires, qui sont bien, d'autres qui veulent être en couple. Il n'y a pas une façon, mais d'avoir quand même quelques liens sociaux qui sont satisfaisants. Et là, on voit en bleu quand même, et encore là, il y a plusieurs études, c'est que c'est le taux de suicide complété. Alors, 75% des patients qui ont un TPL vont faire au cours de leur vie un geste suicidaire, mais jusqu'à 8 ou 9% au long cours vont compléter un tel geste. Alors, autant c'est pas grave parce que certains ont fait plein de fois des gestes suicidaires ou des appels à l'aide qui se sont avérés être peu létals ou pas très dangereux, autant quand même on se rend compte qu'à moyen et long terme, il y a quand même des gens qui complètent un suicide. Alors, c'est une donnée qui n'est pas à négliger non plus. Là, les experts ne sont pas clairs à savoir quand est-ce que ça survient. Mais l'idée est que ça ne survient pas uniquement lorsque les gens sont dans la vingtaine, dans la phase active de leur maladie. Alors, habituellement, les gens dans la vingtaine vont pas... C'est pas que eux qui vont compléter les suicides. On voit beaucoup de gens qui n'ont plus le diagnostic dans la 35, 40, cinquantaine qui vont compléter un suicide. Mais en gros, c'est ça. On se retrouve avec des chiffres d'à peu près 8-9% à long terme, ce qui n'est pas négligeable non plus. Alors, les devenirs peuvent être variés. Et nous, notre but, c'est d'amener les gens... Puis les méthodes de traitement actuelles, c'est d'amener les gens à perdre ça, évidemment de ne pas compléter un suicide, de perdre les symptômes, mais et les méthodes de traitement actuelles sont relativement bonnes pour amener les gens à ne plus être impulsifs, à avoir de meilleures capacités à gérer leurs émotions. Mais les méthodes de traitement sont moyennes pour amener les gens à avoir un bon fonctionnement. Ce n'est que récemment qu'on tente d'intégrer dans les méthodes de traitement des ergothérapeutes ou d'apporter des correctifs au niveau des milieux de travail pour permettre et supporter la mise en place d'activités dans lesquelles les patients troubles de personnalité vont s'impliquer. Juste pour vous dire, c'est quoi les difficultés qu'ils ont au travail. Alors, et souvent, pour nous, le TPL, c'est assez clair. Pour nous, le TPL ou le borderline en psychiatrie, c'est un peu comme la psychiatrie en médecine. Ça reste le parent pauvre. Alors, nous, dans notre institut, on a plusieurs types de traitements pour la réinsertion qui sont proposés pour les patients schizophrènes ou bipolaires. Mais pour ce qui est des troubles de personnalité limite, il y a très peu de choses. Et les intervenants sont peu ou mal formés. Puis la recherche n'est pas très étoffée non plus. Alors, on se rend compte qu'en emploi, ce sont des gens qui sont souvent enthousiastes, dynamiques, intelligents, beaucoup d'entre-gens, beaucoup de capacité à trouver et à obtenir un emploi. Plusieurs sont incroyables. Là. Ils arrivent en peu de temps à vendre leur salade, à avoir des emplois, puis ce que le patient schizophrène ne serait jamais capable de faire. Mais par contre, ils sont instables dans leur enthousiasme et leur implication, instables au niveau relationnel, impulsifs,
ils ont une identité mal définie et insécure, donc ils ont des stratégies déficientes pour gérer les stress. Alors souvent, on voit des gens qui arrivent puis hyper enthousiastes, alors ils en font beaucoup, ils en font plus que ce qu'il leur est demandé, ils font des heures supplémentaires, puis là, ils se rendent compte que dans n'importe quel emploi, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, ils le dénoncent, sont outrés de ça, il n'y a pas de correctif, ils voient qu'un employé travaille moins fort qu'eux, après ça, eux sont fatigués, ils vont prendre une journée sans donner de préavis pour ne pas être là, ils ne vont pas comprendre que le patron aime mieux quelqu'un qui travaille moins fort certains jours, mais qui est fiable là, face à ça. En tout cas, alors, souvent, ça va finir comme d'autres types de problématiques où ils vont perdre leur emploi. Alors, leur histoire d'emploi, souvent, n'est pas meilleure que d'autres personnes qui ont des problèmes de santé mentale, mais leur problème à eux, ce n'est pas du tout d'acquérir des habiletés pour savoir ce qu'il y en est ou quoi faire ou comment gérer les choses. Non, ça va être de vraiment d'y aller à une vitesse adéquate, mais pas trop rapide, d'être stable dans leur implication, de pouvoir nommer leurs difficultés et de pouvoir aussi accepter de tolérer les figures d'autorité, même si, à leur idée, parfois, ce qui leur est demandé ne fait pas toujours sens. Mais n'importe qui a un travail sait que dans le milieu, il y a toujours des difficultés quand même, là. Alors, stratégie déficiente, ils ont de la difficulté à mettre des limites, tolèrent ou mal gèrent l'autorité et les critiques, et souvent sur-engagement au travail qui mène à l'épuisement ou un sentiment d'être exploité, puis confiance limitée dans leurs capacités. Alors ça, c'est assez clair, et ils le font. Et il y a des stratégies pour les aider à mieux s'adapter au travail, mais c'est pas toujours facile. Alors c'est un peu comme pour vous dire, on voit les jeunes à 20, 25 ans, 30 ans qui sont comme ça, mais on voudrait pas qu'ils restent toujours comme ça sur... Ça n'empêche pas que ça peut être quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, là, mais c'est juste pour expliquer qu'on ne veut pas que les gens soient dans l'isolement. Alors, ce qui favorise que quelqu'un peut bien évoluer, il y a le travail psychothérapeutique, la pharmacothérapie au besoin. Hein, le traitement médicamenteux, c'est juste un traitement d'appoint. Il y a certaines pathologies pour lesquelles c'est nécessaire. En trouble de personnalité, c'est à évaluer au cas par cas, mais ce n'est pas le centre du traitement. Et puis, la réinsertion sociale. Donc, ça se développe quand même mieux ou plus qu'avant, des thérapies de différents types. Il y a des thérapies non spécifiques qui sont quand même vues comme étant le plus souvent aidantes, mais il y a des thérapies spécifiques qui ont été développées en lien avec le trouble de la personnalité limite, pour lesquelles il y a un petit peu plus ce qu'on appelle, nous, des données probantes qui démontrent clairement l'utilité puis l'amélioration des gens qui suivent ces types de traitements-là. Dans toutes les thérapies, l'apprentissage sur son trouble et ses difficultés, il y a beaucoup de psychoéducation qu'il faut que la personne faire. C'est quoi un trouble? C'est quoi les symptômes? Comment ça se présente? Comment on identifie les émotions puis les stress? Puis après ça, comment on les gère? Je suis assez frappé régulièrement de voir comment beaucoup de gens TPL ont un faible vocabulaire émotionnel. Puis c'est des gens qui peuvent être très intelligents, universitaires, mais de reconnaître leurs émotions, de mettre une nuance sur leurs émotions, c'est quelque chose qui est très difficile pour eux. Alors, mais ça s'apprend. Travailler sur diminuer son impulsivité et développer des stratégies alternatives non dommageables. Travailler pour améliorer ses relations interpersonnelles en développant des compétences pour mieux comprendre ses intentions et celles des autres. Ça semble facile à dire, mais ce n'est pas toujours facile à faire, de comprendre ce qui me motive, puis avoir des hypothèses sur qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de l'autre. Et assister à des activités qui visent une réinsertion sociale. Pour nous, pour les traitements à l'Institut où je travaille, ce qu'on a mis en place, pour les traitements qui sont plus soutenus que les courts termes, donc pour tout ce qui est 6 mois et plus, on exige que la personne soit de façon concomitante dans une activité de réinsertion sociale. Un travail, de l'école ou du bénévolat si jamais il n'y avait rien d'autre de spécifique. Pas nécessairement à temps plein, mais qu'il y ait quelque chose. On ne veut pas que la thérapie soit le centre de leur traitement. Puis au début, c'était difficile parce que les gens critiquaient beaucoup ça. Maintenant, c'est accepté, puis il y a comme on est supporté par notre établissement par rapport à ça. Bon, on accepte bien sûr de faire des thérapies court terme de crise en lien avec des gens qui n'ont pas d'emploi, là, mais pour aller plus loin, ça demande une implication relativement soutenue. Types de thérapies qui sont vus comme étant efficace. Maintenant, il faut être réaliste. Dans nos systèmes de soins, on a rarement les moyens, on n'a jamais les moyens de mettre en application ces thérapies telles qu'elles ont été proposées ou manualisées. C'est beaucoup trop coûteux en termes d'effectifs.
Mais on arrive, nous, et puis il y a différents endroits dans le réseau McGill aussi, je crois, qui ont des aménagements de ces types de thérapies-là qui proposent moins de types d'interventions, mais qui sont basés sur les types d'interventions, surtout la DBT, thérapie comportementale dialectique ou Dialectical Behavioral Therapy, mise en place par Marshall Linehan. Elle est très répandue, mais il y a d'autres types de thérapies qui sont aussi efficaces selon la littérature. Avant, on avait l'idée que ça prenait un traitement long terme, un traitement pour un patient long terme. On se rend compte que c'est rarement le cas et de plus en plus, on est à l'aise, puis même c'est ce qu'on peut favoriser, d'avoir des traitements par épisode de soins. Dans l'idée où on a beau avoir un jeune qui a 18, 19, 20 ans puis qui est en crise, de vouloir s'impliquer de façon soutenue pendant 3 ans ou 2 ans dans un traitement, c'est rare qu'à cet âge-là, la personne est capable d'un tel engagement. Maintenant, avant, il y avait l'idée que si c'était c'était court terme, ça avait plus ou moins de valeur de par le fait qu'il fallait aller plus en profondeur. On se rend compte que non. Beaucoup de gens ont eu des épisodes de soins ciblés, court terme, qui pouvaient les amener à adresser un aspect spécifique et que plus tard dans leur vie, dans le contexte où eux notent une problématique ou une difficulté, vont reconsulter dans la mesure où ils sont motivés puis il y a une offre de soins appropriée, peuvent faire un autre bout de chemin dans un autre type de thérapie qui peuvent être aussi utiles. Alors, on est beaucoup maintenant dans l'idée de structurer ce qu'on appelle les step care, donc d'avoir des soins par étapes. Ce qu'on voudrait, c'est qu'à l'échelle du Québec, au niveau des CLSC, il y ait d'emblée des offres de suivi de groupe pour tous les patients, court terme, de quelques mois jusqu'à 4-5 mois, 12-15 rencontres. Maintenant, on travaille avec le Centre national d'excellence pour supporter cette initiative-là, puis la rendre quasiment obligatoire, mais c'est long, ces démarches-là, pour qu'il y ait une première étape, court terme, qui soit offerte, pour que plusieurs personnes aient accès à des habiletés, puis à des connaissances et à la psychoéducation pour améliorer leurs conditions, pour que seulement les plus sévères ou ceux qui sont plus intéressés à travailler plus longtemps puissent aller dans les réseaux de psychiatrie. Maintenant, c'est une chose à la fois. Pharmacothérapie, je vais passer vite, mais je vais juste montrer la première, puis les autres, vous les aurez par PDF. Donc, ça peut aider, mais ce n'est jamais ou rarement un traitement principal du trouble de la personnalité. Il y a parfois des gens chez qui, par contre, l'instabilité de l'humeur, le ressenti de colère, la dysphorie va être clairement aidé par une médication ou une autre, mais c'est pas one size fits all, c'est vraiment au cas par cas, essai-erreur. Il y a des gens, par exemple, qui vont être significativement aidés par peut-être un antipsychotique à toute petite dose, Risperidal 0.5 ou Seroquel 12.5 ou 25, alors que chez d'autres, ça n'aura pas d'effet bénéfique. Chez certains, l'antidépresseur à petite dose va aussi les aider à stabiliser les humeurs. Alors, c'est vraiment essai-erreur, mais parfois, on va trouver une molécule qui va être significativement aidante chez quelqu'un et ça ne va pas leur apprendre à gérer la détresse, à gérer leur vie à l'intérieur, puis pas faire de gestes impulsifs, mais ça peut diminuer l'intensité de la détresse et les amener à pouvoir, de ce fait, apprendre par l'expérience, participer à un processus de thérapie, puis mieux évoluer. Alors, typiquement, nous, les gens, au départ, peuvent en avoir des médications, mais on vise à, au fil du temps, les diminuer ou les arrêter. En même temps, quand on a un trouble de personnalité limite, on peut avoir d'autres choses. Tout comme dans l'exemple, on peut avoir une pneumonie puis une foulure à la cheville, puis je peux prendre un antibiotique puis un antidouleur. Bien, je peux avoir un trouble de personnalité limite, mais faire des troubles paniques pour lesquels une médication va être clairement indiquée. Donc, il peut y avoir une autre condition qui nécessite la prise d'une médication. Donc, ce n'est pas parce que j'ai un trouble de personnalité que je ne devrais pas avoir une autre médication, absolument. Mais il faut comme bien évaluer quels sont les diagnostics, quelles sont les attentes. Et ce qu'on ne veut pas, c'est se retrouver avec plusieurs médications qui s'additionnent parce qu'elles marchent plus ou moins bien. Et se retrouver avec 4-5 sortes de pilules différentes chez quelqu'un qui a un tableau clinique qui ne s'améliore pas significativement. Ça, c'est un scénario qu'on essaie d'éviter. Donc, quelques symptômes cibles, classe de médicaments, mais on ne les repassera pas, mais vous les aurez dans les PDF. Réinsertion sociale, bien, c'est bon pour plein de choses, hein?
quand on est en thérapie, il faut appliquer ce pourquoi on travaille en thérapie. C'est un peu l'exemple bête de on apprend à nager dans l'eau. Alors, on peut avoir un beau cours théorique, mais c'est dans l'eau. Alors, les patients, des fois, ils viennent nous voir puis ils veulent avoir une thérapie pour aller bien. Puis une fois qu'ils vont aller bien, bien là, ils vont aller en société puis travailler. Je dis non, ça se fait en même temps. Fait qu'on veut que vous puissiez appliquer puis travailler en thérapie ce pourquoi vous avez des difficultés puis que vous éprouvez quand vous êtes en société. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils veulent faire un travail sur eux ou être en thérapie, décident, avant ou après, alors que les relations interpersonnelles sont très difficiles, de ne pas avoir de relations amoureuses. On n'oblige pas d'avoir une relation amoureuse pour être en thérapie. Puis ça peut être correct, parfois, d'avoir une certaine distanciation pendant un bout de temps pour stabiliser plusieurs pans de sa vie avant de penser s'engager dans une relation amoureuse. Pour plusieurs, c'est aussi... on ne fait pas de recommandations à ce niveau-là, là, mais pour plusieurs, ça peut être aussi intéressant, s'ils ne sont pas en relation amoureuse, d'apprendre à tolérer, de pouvoir bien fonctionner seul pendant un bout de temps, sans être obligé d'être en relation avec quelqu'un d'autre, pour apprendre aussi à mieux se connaître. Alors, la réinsertion sociale, c'est pour changer un peu, leur permettre de voir des gens, d'explorer en situation où il y a de l'autorité, où il y a des tâches, d'améliorer leur estime de soi, d'avoir de quoi à raconter quand ils rencontrent des gens, autres qu'ils sont en thérapie, puis d'apprendre des choses... comme disent les Américains, to get a life, là, d'avoir des activités qui les amènent à se mobiliser. On vise le moins possible pour les patients TPL une psychiatrisation à long terme. Il peut y avoir des gens qui ont un tableau plus sévère, puis c'est pas impossible qu'il y ait un suivi au long cours, mais habituellement, on vise des épisodes de soins plus courts en termes de mois ou de quelques années. Ce qui favorise la réinsertion alors que la personne soit d'accord, qu'elle se mobilise, qu'il y ait un environnement stable et des tâches prévisibles, qu'il y a un traitement concomitant en même temps du trouble de personnalité et qu'il y a parfois une collaboration avec l'employeur. Maintenant, est-ce que ça doit être divulgué ou pas à l'employeur? Il n'y a pas une recette unique. Parfois, on en est arrivé à la conclusion que ça peut être intéressant d'avoir parfois un représentant de l'employeur ou parfois qu'il y ait un lien qui soit fait avec l'employeur, mais pas à tout coup, là. Idéalement, si on a un employeur qui est collaborateur, qui comprend, qui apprécie la personne, parce que la plupart du temps, ce sont des gens très dynamiques puis agréables dans plein de contextes, sauf quand ça déboule. Et le rétablissement pour eux, entretenir des relations saines, les patients parlent d'être impliqués dans des relations significatives, avoir des responsabilités et des routines. C'était une étude qu'on avait faite, puis ce que les patients notaient qui était à atteindre dans l'idée d'être rétabli. Et là, donc, très rapidement, à la toute fin, ce qui est caractéristique les personnes qui évoluent bien, on va souvent, avec les gens qui ont des comportements agissants, cibler initialement les comportements impulsifs dangereux et la consommation de substances. Alors, pour nous, c'est clair. Les études sont aussi claires. C'est une consommation relativement soutenue de différents types de drogues. Non, il faut l'adresser concomitamment, là. Alors, par rapport à la marijuana, au cannabis, on va tolérer, disons, 1 ou 2 joints par jour. Mais si la personne présente de la dysphorie, un mal de vivre, des troubles paniques, puis consomme 3, 4, 5 joints par jour, c'est clair que c'est un élément qui peut être tout à fait contributif chez cette personne-là à la présentation de ces symptômes-là. Alors, on va demander à la personne, en même temps, d'adresser ça concomitamment. Puis là, il y a toute une négociation. Il y a des fois, quand la consommation est trop sévère, on va dire non, on attend à ce que vous soyez, que vous ayez d'emblée adressé ça avant de revenir nous voir. Souvent, ça va être en même temps. Puis il y a des gens sur lesquels on va être persistant à renommer puis valider ça, mais on ne va pas obliger à ce qu'elle le fasse. Là, ça dépend de l'importance de la consommation. Mais les études sont claires, à savoir qu'on s'améliore pas rapidement, pas beaucoup, si on consomme des drogues. Puis on parle de la nécessité de se mobiliser et de s'exposer à différentes situations sociales.
Et on est de plus en plus préoccupé de l'évitement et de la dépendance. Donc, l'évitement, à savoir les gens qui vont avoir des comportements d'évitement, de ne pas vouloir aller en situation sociale, de rester chez eux. On peut le tolérer par moment. Il y a des périodes dans la vie d'une personne, 1 mois ou 2, elle peut être plus tranquille puis moins bouger, mais on va supporter rapidement les gens à aller à l'extérieur, à tenter des expériences, à explorer pour apprendre à mieux se connaître. On considère qu'il y a une meilleure évolution s'il y a un support social, s'il y a peu d'hospitalisations ou qu'elles sont courtes, si les gens sont supportés pour la scolarisation et le travail. Bon. Nous, ce qu'on travaille avec les gens, c'est qu'on travaille beaucoup à soutenir les gens dans leur motivation, les amener à persévérer dans l'engagement. Facile à dire, mais pas facile à faire. Donc, venir en traitement quand ça va pas bien, puis venir quand ça va bien. Il y en a, quand ça va bien, ils veulent faire d'autres choses, puis quand ça va pas bien, il y a des gens qui annulent parce qu'ils vont pas bien, mais là, c'est le temps de venir. Alors, de persévérer dans le traitement, dans l'engagement, c'est clair. On nomme beaucoup d'éviter l'évitement, de tolérer les moments de recul, les plateaux, être patient, reconnaître ce qui s'améliore, accepter que la thérapie idéale et le thérapeute idéal n'existent pas. Alors, c'est plein de thématiques qui sont abordées au fil du temps pour amener les gens à persévérer. Puis c'est un élément majeur dans le suivi. Puis des gens, parfois, ne sont pas prêts, puis ils peuvent faire un bout de chemin en thérapie, quitter, et sachant ce qui est attendu comme participation dans une thérapie, on va les revoir 6 mois, 1 an, 3 ans plus tard, puis ça peut être correct, là. C'est pas bien, pas bien, là. On n'est pas fâché de ça, parce que pour s'impliquer dans un traitement, ça demande une capacité à vouloir s'engager, et parfois, les gens ne sont pas prêts à un moment donné à s'engager dans un traitement. L'ouverture des objectifs. Conseil pour les familles, ma dernière diapo, c'est de mon cru, je ne le sais pas trop parce que dans les faits, l'orientation est beaucoup par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire comme proche. Mais je pense que de s'informer pour mieux comprendre la problématique, c'est très important. Hein? Il ne faut pas que vous soyez dans le néant, ne vous gênez pas à poser des questions, à lire. Il y a plein d'informations sur l'Internet qui sont bonnes, moins bonnes, mais de comprendre ce qu'il y en est, à quoi ça réfère, c'est significativement important. Ne pas s'isoler, demander aux besoins de l'aide ou du support, c'est aussi très important. Parfois, il y a des épisodes ou des périodes où les personnes les plus souffrantes, ben oui, il y a les patients, mais il y a les proches aussi qui le sont parce qu'ils ne savent pas quoi faire, il y a une suicidalité, il y a des menaces. Si on en fait plus, ben là, finalement, on a l'impression que non seulement c'est pas reconnu, mais ça devient une autre balise pour que la personne prenne moins de responsabilités. Alors, c'est très exigeant, puis souvent, en famille ou en couple, bien là, on n'a pas les mêmes niveaux de tolérance, puis on considère aussi que de prendre des décisions en situation de crise, c'est difficile, alors de s'en parler, mais de ne pas s'isoler. Puis pour ça, les associations des parents et amis sont excessivement aidantes, puis plusieurs ont développé des modules et du suivi individuel, mais et des modules d'information de 10 ou 12 séances qui sont très utiles pour les proches. Alors, il ne faut pas se gêner pour ça. Penser à soi et travailler sur soi. Donc, un peu dans l'exemple, mettre le masque d'oxygène pour soi avant d'aider l'autre, il faut penser à votre survie. Il faut penser à votre santé. Fait qu'en ce sens-là, il ne faut pas se sentir égoïste du tout de penser à soi puis voir dans quelle mesure il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser pour soi-même, pour sa sécurité. Apprendre à gérer ses propres émotions et à accepter d'avoir soi-même des difficultés. Et là, tout peut, tu sais, et puis en couple, en famille, on évolue différemment, hein? On a des attentes différentes, on a des enjeux de culpabilité différents. D'en parler puis d'accepter que c'est pas facile, c'est excessivement stressant et que de ce fait, non, il faut prendre en compte cette situation-là. Et pas avoir honte de ça, puis pas rester dans la culpabilité. Penser aux proches et aux autres. Donc, c'est un peu, arroser les fleurs et pas les mauvaises herbes. Facile à dire. C'est-à-dire, tenter de renforcer les bons comportements, puis tenter de ne pas renforcer les mauvais comportements.
Encore là, vous pouvez avoir plein de stratégies qui vous sont démontrées dans les groupes de parents, mais il y a des comportements davantage d'évitement, des comportements de moins grande responsabilité. Dans quelle mesure, comme proche, on tolère de ne pas compenser, de ne pas supporter pour que la personne qui a un TPL soit face à ses difficultés sans que ça soit fatal. Il y a cette zone-là qu'il faut éventuellement travailler et aménager. Penser aux deux, ça veut dire aussi ne pas tolérer les comportements inacceptables pour soi et l'autre. L'autre n'est pas aidé si on tolère les comportements inacceptables parce que tôt ou tard, il y aura ça à adresser dans un autre contexte. Et donc, s'il y a des comportements, des menaces suicidaires à répétition, des gestes auto-mutilatoires avec des bris ou des accès de colère, c'est pas tolérable pour soi, mais c'est pas tolérable pour l'autre aussi. Envisager de mettre des limites. Tout le monde doit apprendre à mettre des limites dans la vie, puis avoir un TPL, c'est pas une excuse de ne pas avoir de limites. C'est rare qu'on nous le fait, mais des fois, quand on fait de la psychoéducation, il y a des gens qui nous disent « oui, mais ils excusent leur comportement parce qu'ils sont TPL ». C'est comme... l'idée n'est pas de culpabiliser, mais c'est comme ça n'est pas une carte pour excuser que si moi j'ai un problème X, que j'ai un comportement dans ce sens-là. Ils doivent travailler à améliorer leur situation, doivent le prendre en compte et de ce fait, oui, on doit pouvoir les supporter puis proposer des aménagements, des stratégies, mais non, il y a des choses qui quand même en société ne sont pas acceptables. Tolérer de ne pas tout contrôler. Et supporter ou s'impliquer dans le traitement du proche dans la mesure du possible. Ne pas vous gêner de pouvoir, dans la mesure où la personne est d'accord, le proche est d'accord, d'aller aux rendez-vous médicaux ou demander de rencontrer le médecin ou le thérapeute. C'est sûr que vous ne pourrez pas rencontrer s'il y a une thérapie soutenue à toutes les rencontres, à moins qu'il y ait une thérapie familiale, mais parfois de s'informer. Il y a des gens qui ne veulent pas. Rares, par contre, sont les médecins qui ne voudront jamais rencontrer les proches. L'idée étant de le demander poliment, vous pouvez le faire avec insistance. Souvent, s'il y a une prévision d'une date de rendez-vous, d'un temps de rendez-vous, le médecin va proposer un temps plus grand que le temps unique du rendez-vous, mais ça peut être très intéressant pour, se comprendre, voir ce qu'il y en est, voir ce qui est travaillé, donner un point de vue. Maintenant, il y a des patients qui sont en désaccord avec ça. On ne peut rien faire. Ils ont le droit à avoir un traitement sans que l'on interagisse avec les proches. Puis la plupart des médecins vont respecter de ne pas avoir de contact de par le fait qu'il y a une confidentialité qu'on ne veut pas perdre, mais c'est rare. Le plus souvent, on encourage les proches à ne pas se gêner pour s'impliquer occasionnellement dans les rencontres avec les gens du suivi médical. C'est tout pour la présentation. La première question, docteur, c'est... vous avez mentionné 3 maladies, TPL, schizophrène, puis bipolaire. C'est quoi la différence, les 3? OK. TPL, c'est un peu ce qu'on nommait par rapport à un trouble de personnalité qui est beaucoup dans l'instabilité et comportement impulsif. Le bipolaire, c'est une maladie qui implique des épisodes bi, donc 2 pôles polaires, 2 pôles, donc des épisodes maniaques et des épisodes dépressifs. Alors, typiquement, ce sont des gens qui vont avoir des épisodes de dépression majeure pour lesquels ils vont avoir pendant 1-2 semaines des symptômes neurovégétatifs qui peuvent impliquer tristesse, culpabilité, sentiment de idéation noire, perte d'appétit, perte de sommeil, anxiété. Symptômes qui ne sont pas présents du tout lorsqu'ils sont bien. Et ça, c'est une durée limitée dans le temps et c'est bien traitable par différents types de traitements, dont la médication, différentes formes de thérapie. Puis on a, chez ces gens-là qui ont un trouble bipolaire, des épisodes maniaques. Puis le mot maniaque, c'est un peu l'inverse de... c'est peut-être pas un mot qui réfère à quelque chose de clair dans la langue, mais c'est un peu l'inverse de la dépression. Donc, c'est un peu les gens qui sont hyper speedés. Donc, des gens un peu qui seraient un peu comme sur la cocaïne pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc, dorment moins, se sentent plein d'énergie, ont une bonne libido, parlent aux gens, ont plein d'idées qui deviennent irréalistes puis devenir psychotiques avec perte de contact avec la réalité. Mais ils sont pendant 2, 3, 4 semaines vraiment dans un état hyper, très dysfonctionnel. Alors, la différence, il peut y avoir comme eux, donc les changements sont lents en termes de semaines, alors que le borderline, lui, va être plusieurs fois dans la même journée.
Et le schizophrène, mais là, c'est une autre maladie. C'est juste en rapport avec en psychiatrie. C'est une maladie qui est assez fréquente, qui touche jusqu'à aussi 1-2% de la population. C'est une maladie qui est évolutive où les gens présentent par épisode des symptômes psychotiques, donc hallucinations, souvent visuelles, des éléments délirants, souvent de persécution paranoïde, mais pas toujours, ou des troubles d'organisation de la pensée, et qui peuvent parfois évoluer avec un relatif dysfonctionnement qui est exacerbé au fil des ans. Il y a beaucoup de traitements qui sont offerts pour cette clientèle-là qui est incontournable en psychiatrie. En fait, moi, j'aimerais savoir, au niveau, vous dites, de la perte du diagnostic. Je ne le comprends pas du tout. Bien, l'idée, c'est que on y va de façon bebête. Ça prend 5 critères pour avoir le diagnostic. Oui. Puis c'est les patients qui nous disaient ça. Puis au départ, on leur expliquait de façon différente l'évolution. Puis là, on regardait les critères. Puis là, il y en a qui disaient « Ouais, mais si j'en perds un, j'ai plus le diagnostic. » Puis effectivement, si vous partez de 5 critères, puis que là, vous arrêtez de vous automutiler, puis c'est votre 5e critère, vous en avez 4. Fait que techniquement, vous n'avez pas le diagnostic. Non, je sais. C'est pas fort. Mais c'est que le diagnostic officiel est donné en lien avec le nombre de critères. Mais on voit avec les années, au-delà de si je le perds pas, que les gens vont perdre des critères. Ça, c'est clair. La plupart des gens vont perdre initialement les critères en lien avec l'impulsivité, en lien avec l'expression inappropriée de colère, puis... Ils vont les perdre. Vont les perdre. No more an issue. Fait que Okay. pour plusieurs, ça prend quelques temps, parfois, des mois ou des années, mais beaucoup de gens, on va les voir à 18, 20 ans, vont s'automutiler, faire des gestes suicidaires. À 32 ans, ils n'auront plus ça du tout. Oui, il y en a. La thérapie semble accélérer la perte des critères, ce qui serait normal, mais on n'a pas une compréhension complète de tout ce phénomène-là. Mais il y a des gens qui vont perdre le critère sans thérapie, oui. L'idée qu'on a, c'est que le temps seul va aider à faire perdre les critères impulsifs ou d'agir. Un peu comme ce qu'on disait, des burn-out, là, ils se fatiguent puis ils sont moins dans les agirs. Mais la thérapie aide à prendre en compte puis développer des stratégies. Puis beaucoup plus jeune, c'est bien intéressant d'avoir 22-23 ans pour perdre le diagnostic, plus que 38 ans. Maintenant, les habiletés relationnelles, ça ne se développe pas tout seul. C'est comme, il faut le travailler en groupe, en individuel ou en société. La thérapie étant la meilleure façon de faire ça, mais peut-être pas la seule, mais les habiletés relationnelles, ça ne se développe pas tout seul. Alors, on voit des gens qui vont, juste pas de thérapie, perdre les diagnostics avec les années, pas développer d'habiletés relationnelles, puis finir relativement isolés avec une vie moins intéressante, mais ils n'ont plus officiellement le tag du diagnostic. Oui, mais excuse-moi, je suis perdue là-dedans parce que je suis moi-même TPL. Là. Ça fait des années que je me traite. J'ai fait toutes sortes de traitements inimaginables, pharmacologiques, thérapie, groupe, seul, comme tu voudras. Là. Puis, je n'ai pas aucune... J'ai 9 sur 9. Toujours. OK. 9 sur 9. Fait que je comprends pas comment qu'on peut on peut les maîtriser, mais les perdre. Perdre le diagnostic, je suis un peu vraiment perdue là-dedans. Là. Bien, ça arrive à plusieurs. Mais il n'y a pas un seul scénario, mais ça arrive à plusieurs. Il y a des critères qui sont plus difficiles à perdre, style le ressenti de vide intérieur ou la sensibilité à l'abandon. Ça, c'est des critères qui sont plus lents. Mais au niveau de l'impulsivité, habituellement, plusieurs personnes vont... contrôle. Oui. Mais le perdre? Bien, perdre, ça veut dire... Les gens il y a beaucoup de gens qui, au fil du temps, nous disent qu'ils sont dans une situation X. Puis ils sentent que, OK, si c'était comme avant, oui, ils réagiraient, ils feraient un geste impulsif. Et ils voient tout le scénario, mais ils ne le font pas parce qu'ils identifient la situation, ils voient leur fragilité, ils vont prendre des moyens pour ne pas se remettre dans cette situation-là. Puis des fois, avec le temps, les stratégies, ils ne pensent même pas, ils les mettent d'eux-mêmes en place. Ça devient presque, automatique chez certains. Mais ça reste là pareil, parce que moi, j'ai beau avoir une job depuis des années, ça va bien, j'ai un mari, mon Dieu, engagement total, j'ai une maison, puis récemment, j'ai eu des épisodes très, très proches des idées suicidaires. Fait que, puis je me traite, puis je suis en psychothérapie avec un psychiatre
psychothérapeute depuis 4 ans. OK. 4 ans. Mais vous êtes, c'est sûrement utile. Maintenant, c'est l'exemple qu'il n'y a pas un scénario unique. Non. Mais il y a beaucoup de gens qui vont un peu plus rapidement, heureusement ou malheureusement, avec moins de traitement, évoluer en perdant plus rapidement des symptômes. Fait qu'il y a différents niveaux de sévérité. Parce qu'il y a des nouveaux traitements? Ou... Au niveau pharmaco, non. Puis au niveau psychothérapie, c'est des choses qui sont relativement connues, mais il y a un peu plus d'offres de soins au fil des ans qu'il y en avait il y a 5-10 ans. Ça, c'est clair. Puis c'est une problématique qui est moins stigmatisée en psychiatrie qu'avant, donc pour laquelle les gens sont davantage ouverts. Mais c'est inconstant. Il y a des régions qui ont plus d'offres de traitement, d'autres pas. Et c'est ce qu'on voudrait, c'est que d'emblée, ça soit mieux développé partout pour que ça soit un traitement incontournable à offrir, là. Est-ce que c'est fréquent qu'un TPL va faire une psychose? Non, bien, ça dépend des symptômes psychotiques. Quelques symptômes psychotiques de méfiance ou des hallucinations auditives légères. Non, ça, c'est pas c'est fréquent. Maintenant, des symptômes psychotiques avec vraiment des organisations de la pensée, délire, ce n'est pas une problématique qui est reliée au TPL d'emblée, fait que c'est pas fréquent. Ça peut être une condition qui n'a pas rapport ou qui n'est pas en lien. Est-ce que j'ai bien compris, docteur, qu'il n'y a pas de lien entre traumatisme et TPL? Non, il n'y a pas... c'est un lien qui est comme... C'est favorisant. Les traumas ou les situations d'abandon ou d'instabilité, c'est favorisant, mais ce n'est pas nécessaire. OK. On en retrouve plus chez les gens TPL que chez ceux qui n'ont pas un TPL, mais il y a des gens TPL qui n'ont rien de tout ça, puis il y a des gens qui ont eu ça qui n'ont pas de TPL. Je comprends. So it's not a good thing, but it's not necessarily something that is associated with the development of BPD. Oui. Et puis, est-ce que toutes les personnes qui ont un trouble de personnalité limite, j'ai voulu comprendre le lien entre ça et la fonctionnalité, parce qu'il y a des gens qui sont fonctionnels, qui ont une vie normale, puis d'autres qui ne sont pas du tout fonctionnels. Alors, qu'est-ce qui fait que ça existe comme... La différence? Oui. Mais souvent, on se rend compte que la fonctionnalité est beaucoup affectée. Si les gens arrivent à avoir un travail, une vie familiale, des relations saines, c'est excellent. Il faut maintenir ça. Ça serait en lien avec un TPL qui est un petit peu moins sévère. Les très, très sévères ne sont pas capables de maintenir ça. Je comprends. Maintenant, avant, c'est qu'on a beaucoup ciblé les traitements pour simplement les symptômes en oubliant l'importance de la fonctionnalité. De plus en plus, on se dit non, il faut supporter les gens à avoir des activités de travail, avoir des gens, puis en même temps être en traitement pour avoir des choses à raconter en traitement, puis en même temps mettre en application ce qu'ils apprennent en traitement lorsqu'ils sont à l'extérieur. Bonsoir. Vous avez dit qu'avec le temps, les gens perdent certains de leurs symptômes, mais ils créent un vide autour d'eux d'un point de vue social. Est-ce que, et puis vous essayez de les réinsérer. Quand on les remet dans un environnement social connecté, est-ce que les symptômes reviennent? Ça dépend. C'est que souvent, c'est la stratégie qu'on remarque qu'ils utilisent spontanément eux-mêmes. Donc, avec les années, quelqu'un qui avait dans l'âge de 20 ans, 25 ans, plein de symptômes d'agir, va être vu à 35 ans, puis aux 30 ans, puis il n'y a plus de symptômes d'agir, mais il est relativement isolé. Alors, c'est une stratégie qui développe. Si on les remet, mieux on a un traitement jeune pour adresser ça, pour les maintenir interactifs, mieux c'est. Maintenant, si on les remet, bien, oui, il y a une c'est juste une globale. Si on remet la personne dans une situation de stress importante, elle peut retrouver certains des symptômes. On peut imaginer quelqu'un qui est en relation amoureuse, de couple très, très tumultueuse, qui va mieux depuis 5 ans alors qu'elle est en traitement, travaille, mais n'est pas en couple. Alors, si la relation de couple, qui est un élément d'intimité particulièrement fragilisant chez certains TPL, il y a une nouvelle relation de couple, il peut y avoir, oui, une plus grande détresse ou un besoin de suivi thérapeutique pour adresser ces enjeux-là. Mais pas nécessairement. La plupart des gens qui vont habituellement perdre les symptômes ne vont pas retrouver le diagnostic quelques années plus tard. Habituellement, l'évolution est positive et les gens ne reprennent pas le diagnostic. Pour nous, on s'en sert comme
c'est un élément positif. Ce n'est pas quelque chose qui est stable et qui va rester toute la vie, non. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui est rien parce que, oui, il y a des comportements dangereux, oui, il y a des suicides complétés, puis oui, les gens peuvent devenir très dysfonctionnels. Mais c'est d'amener les gens à dire, non, il faut adresser ça relativement jeune, il faut adresser par des traitements ciblés pour les amener à développer des stratégies pour plus être impulsifs et plus être dangereux, mais en même temps travailler à développer leur relation. Maintenant, c'est pas one size fits all, c'est comme des fois, c'est des bouts de thérapie, mais d'aller dans le sens de les supporter à s'intégrer et en thérapie, mais et en emploi et en activité sociale, c'est quelque chose qu'on supporte beaucoup. Moi, je veux savoir si, bon, le TPL, c'est une hypersensibilité. Est-ce que des parents qui seraient TPL pourraient avoir plus... il y aura une plus grande prévalence chez les enfants de parents de TPL. Génétiquement ou par l'environnement? Puis génétique, là, pas dans les gènes, mais dans la façon de... Peut-être. C'est une question que je n'ai pas une réponse précise. Il y a des études génétiques qui ont été faites à différents endroits, dont en Norvège, qui amenaient à penser qu'il y avait une certaine corrélation génétique. Mais l'ordre de cette corrélation-là, j'arrive pas à le voir. Nous, on voit beaucoup de gens... TPL qui n'avaient pas de parents TPL. Fait que ça arrive dans des environnements qu'il n'y a pas de génétique. Je ne sais pas pour l'évolution des enfants qu'ils ont eus, mais oui, il y aurait une certaine sensibilité ou plus grande propension génétiquement. Pour ce qui est de l'environnement, oui, on peut imaginer que s'il y a un environnement très instable, si la personne TPL a son enfant au moment de sa vie où elle est très, très instable, bien oui, ça peut créer beaucoup d'instabilité, d'abandon puis de rupture. Et là, ça peut prédisposer à ce que le jeune développe aussi ça. Ce que l'on voit souvent, par contre, c'est un genre de 3 générations. On voit la grand-mère qui était possiblement TPL, qui là est rendue à 45 ans, puis elle est plus calme, puis sa fille de 20 ans est pas mal TPL, puis elle a un enfant, puis la grand-mère de 45 ans qui était pas stable quand elle a eu son enfant, s'occupe de du jeune bébé, puis crée un certain environnement de stabilité. Fait que des fois, il y a des aménagements qui sont pas si pires. Mais oui, une jeune de 18, 19, 20 ans qui a un enfant dans un contexte très instable, TPL, étant très, très PL, c'est pas un facteur de bon pronostic pour l'enfant. On a une question qui vient de notre stream sur l'Internet. C'est en anglais. If a BDP person is in therapy and family and friends are not involved, does it impact the therapy in a positive or a negative way? Not in a positive way necessarily, but not necessarily in a negative way. It might be good to, if possible, to get informed about what kind of therapy the patient is receiving, and maybe sometimes to get involved in 1 or 2 sessions so they can have the same strategy or goals toward the patient. So most of the patients don't have their family involved in the therapy. And at the same time, also, it's possible for parents or family to be involved into psychoeducational sessions with their kids not being involved, and it might help them to understand better, to have a better knowledge, and to have the good behavior, so their kids will evolve in a good way. La personne qui souffre du TPL, est-ce qu'elle doit aller en thérapie comme spécifiquement pour ça, pour que ça l'aide, mais si elle fait déjà de la thérapie, mais c'est pas pour ça, est-ce que le thérapeute... Je comprends votre question. OK. C'est vrai qu'elle est dure à... N'importe quelle forme de thérapie va être normalement aidante. N'importe qui ici, si on est en thérapie, ça devrait nous aider un petit peu à nous comprendre, mais bon, c'est de l'implication, puis bon, on ne le choisit pas toujours. Fait que oui, habituellement, la thérapie, whatever, ça devrait aider le TPL. Maintenant, selon les données, une thérapie spécifique va être souvent plus aidante rapidement. Alors, si quelqu'un est en thérapie pour un TPL, si l'évolution est bonne, ben that's a good thing, we keep it, on garde ça. Si l'évolution est pas bonne ou il y a des rechutes puis ça semble pas changer les choses, il y a peut-être moyen de questionner le type d'intervention qui est fait en thérapie et à ce moment-là d'aller vers quelque chose qui est un petit peu plus ciblé en individuel ou en groupe pour le TPL, selon moi, là.
La question est plus en lien à savoir si la personne, est-ce que ça fait partie du mandat de la thérapeute d'évaluer correctement la problématique? Tous les psychothérapeutes, psychologues ou les médecins vont évaluer différemment, mais la problématique. Il est attendu que par le code d'éthique, la psychologue propose un traitement en lien avec ce qu'elle va identifier comme problématique. Maintenant, dans tous les métiers, il y a des gens qui fonctionnent différemment selon différentes écoles de pensée. Mais en général, éthiquement, un thérapeute doit proposer un traitement qui peut potentiellement être utile. L'idée est que la plupart du temps, un suivi thérapeutique va être aidant, même s'il n'est pas spécifique, mais j'aurais tendance à, dans l'idée où ça fait un bout de temps et qu'il n'y a pas d'amélioration, de peut-être à ce moment-là réévaluer la pertinence de cette thérapie-là. Et à ce moment-là, on peut peut-être aller vers quelque chose d'un petit peu plus ciblé qui pourrait être mieux, là, un peu dans le sens de si ça fonctionne bien, on maintient ça. Si ça n'aide pas, ben, on réévalue pour peut-être changer les choses. Bonsoir. Vous disiez tantôt que, je crois, la psychiatrie était le cousin pauvre ou le parent pauvre de la médecine. Est-ce que vous... Le trouble de personnalité, les parents... Le trouble de personnalité est à la psychiatrie, ce que la psychiatrie est à la médecine. Vous savez, en médecine, c'est ça. Ben là, je pense qu'on a le CUSUM. Ben là, c'est tout beau, tout grand, ça a coûté des milliards. Mais la psychiatrie, non, ils n'ont pas pensé à ça. Mais qu'est-ce c'est encore au Harlan pour Montreal General. En com, c'est pas important. Puis en psychiatrie, c'est la même chose. Le trouble de personnalité, c'est pas la pathologie la mieux desservie ou pour laquelle il y a le plus de budget, malgré la sévérité et l'ampleur des problématiques. Qu'est-ce que, selon vous, pourrait améliorer, pourrait faire changer les choses? Parce que c'est quand même un problème qui est assez répandu. Oui. On voit, moi, je travaille au centre-ville, on voit plein de gens qui sont vraiment pas bien, puis je veux dire, ils n'ont pas besoin d'être dans la rue pour qu'on voit qu'il y a du monde qui sont vraiment pas... Pour la psychiatrie et la santé mentale, on n'est pas seul là, au Québec, à Montréal, d'avoir pas assez de budget pour ça. The awareness, la reconnaissance est meilleure, je crois, au fil des ans. Maintenant, je suis biaisé parce que je suis dans le domaine, alors, mais je crois que c'est moins stigmatisé de parler des problèmes de santé mentale maintenant que ça l'était il y a 15-20 ans. Mais pour les troubles de personnalité limite, c'est rendu aussi différent dans le sens où avant, on avait les gens pour leur donner le diagnostic de TPL, puis ils n'aimaient vraiment pas ça, ils voulaient être bipolaires. Parce que bipolaire, c'est une maladie biologique, je prends une médication, I'm not involved, puis je peux le dire aux autres que... Fait que là, le TPL, ils n'aimaient pas ça. Maintenant, on voit des gens qui viennent nous voir puis nous disent « Je suis TPL, j'ai lu, je me reconnais », puis... Fait qu'on voyait vraiment pas ça à ça. Alors les gens, c'est moins stigmatisé, il y a une certaine engouement pour ça. Dans le milieu, par contre, ben c'est ça, il y a peu d'argent ou ça coûte cher. Puis on n'a pas encore comme des balises pour le traitement. Vous savez, pour la schizophrénie, il y a comme le PAC, où il y a des traitements bien standardisés pour lesquels il y a des études. Fait que là, l'Institut national, le Centre national d'excellence dit, ben là, pour tant de ratio de population, ça prend tant d'intervenants, ça coûte telle chose, puis je vous enlève tant de lits, mais il faut que vous fassiez ça pour les patients avec cette telle problématique. Pour les borderline, on n'a pas ces études-là qui nous supportent. Alors souvent, il y a un genre de cycle dans les hôpitaux où il y a des gens qui se rendent compte qu'il y a un problème, ils mettent en place des traitements, ça soulage le milieu, mais après quelques années, ils disent « Ouais, mais c'est beaucoup d'implications, puis en temps de coupure, ben, on regarde ce qui est peut-être qui apparaît moins efficace. » Fait que ça, c'est souvent ciblé comme étant quelque chose qui coûte cher. Puis c'est pas juste Montréalais, Québécois, ils ont des problèmes ailleurs, à Toronto, à d'autres endroits. Il y a eu des bons centres qui ont été mis en place puis qui sont en péril de par le fait qu'il y a moins d'argent puis ils vont cibler plus la schizophrénie ou d'autres problématiques. Ce qui peut changer ça, je ne sais pas, c'est d'en parler. C'est sûr que pour les parents, les consommateurs, c'est faire des pressions. Pas vous gêner, faire des pressions polies, là, gênez-vous pas. C'est d'appeler, de regarder au CUSUM, je ne sais pas ce qui en arrive de la psychiatrie, mais il faut que ça ait une place considérable. Si ce n'est pas là, il faut que ça soit ailleurs, mais on est en année d'élection, gênez-vous pas s'il y a des mouvements. J'encourage pas la révolte violente, mais non, c'est clair que c'est les gens qui veulent se mobiliser en lien avec ça, c'est très important. Là. OK, un nouveau cas, combien ça prend de temps pour être vu? Ça dépend beaucoup des endroits. Il y a des endroits
endroits en psychiatrie où il n'y a presque pas d'offre de traitement d'un trouble de personnalité limite. Nous, par exemple, si on a un patient, une personne qui nous est référée du CLSC, entre la référence qui est vue à l'urgence puis qu'on le voit, ça peut prendre 3-4 mois. Puis une fois qu'on le voit, entre le début du traitement, 2-3 mois. Mais là, on est victime un peu de notre succès. On a, depuis 3-4 ans, 400 références par année. Ce qu'on n'est pas capable de voir, mais il y a des gens qui sont référés puis qui ne viennent pas nous voir. Mais on tente de faire le plus avec ce que l'on a, mais il y a un certain délai. Il y a peut-être des endroits où c'est plus rapidement, là, au Jewish ou au MGH, au Ireland, je ne sais pas exactement, mais possiblement que c'est un petit peu plus rapide au niveau du turnover. Est-ce que c'est souhaitable d'avoir un suivi même si ça va bien et que la personne est dans une bonne période et fonctionne bien? Ma fille va mieux et me dit qu'elle n'est pas nécessaire maintenant. Non, on n'a pas besoin d'être suivi si on va bien. Mais dans le sens où ça dépend du niveau de sévérité ou de dysfonctionnement qu'il y avait. Il y a parfois des gens que l'on suit, qu'on a eu des épisodes de soins où ils allaient vraiment, vraiment pas bien. Puis on maintient un certain lien, on les voit aux 3-4 mois, une genre de visite de courtoisie pendant 2 ans, puis ils peuvent nous rappeler au besoin si jamais il y a une rechute, là. Mais il y a des gens qui évoluent très bien, rapidement, puis on est surpris, puis fait que non, il n'y a pas besoin d'être suivi si on va bien, là. On devra demander des soins si on ne va pas bien. Est-ce que vous voyez souvent les troubles d'anxiété dans ce groupe de personnes? Oui, c'est comme c'est un package. Hein? C'est que souvent, quand les gens ont un trouble de personnalité limite, ils ont souvent des symptômes anxieux et des symptômes dépressifs. Là. C'est comme ça vient avec souvent. On voit moins de l'anxiété généralisée ou des symptômes obsessionnels compulsifs, des TOC, on voit moins ça. Puis on voit moins des épisodes de troubles bipolaires, là. Mais oui, des gens qui ont de l'anxiété, de l'appréhension, des périodes un peu plus dépressives, c'est souvent, fréquemment associé. C'est des gens qui ont plusieurs autres diagnostics. Et normalement, de traiter le TPL, de traiter le borderline, va faire en sorte que les autres conditions comorbides risquent aussi de s'améliorer. Et dans les traitements, est-ce qu'on travaille sur les problèmes d'anxiété? Moins directement, nous. On va travailler, mais à un moment donné, ça se ressemble. Hein? Quand on travaille à tolérer la détresse, on travaille à être capable d'être dans un contexte où on va être moins dans l'évitement. On va travailler sur, des techniques de relaxation. On va travailler sur des stratégies pour planifier les actions en lien avec une situation plus difficile. Fait que, by the way, en même temps, on adresse de façon indirecte ces problématiques-là. Même chose pour les éléments de dépression ou d'estime de soi, on va les adresser de façon indirecte. Maintenant, si quelqu'un a ce qu'on appelle un PTSD, un Post-Traumatic Stress Disorder, si quelqu'un a un trouble panique, là, il peut y avoir des traitements plus ciblés qui vont être nécessaires. PTSD, ça ne va pas d'emblée disparaître avec un traitement pour le borderline. Ça, il faut quelque chose d'associé. C'est une question, docteur, peut-être qui sort, parce que vous avez parlé de syndrome de stress post-traumatique. Ça, c'est un syndrome qui ne s'efface pas. Le syndrome de stress post-traumatique, je ne suis pas un expert de ce syndrome-là. Il y a des traitements qui amènent les gens, à ne plus présenter de symptômes. Je n'ai pas les chiffres sur les taux de rémission ou les spécificités des traitements de ça. Mais oui, il y a des gens qui sont traités et qui vont bien fonctionner sans présenter les symptômes à un moment donné, oui. Je suis dans un dossier d'une jeune de 14 ans. Et puis, elle a des comportements sexuels à grand risque. Et puis, le seul problème qu'elle a dans sa vie, c'est qu'elle a des difficultés à se concentrer en classe. Alors, qu'est-ce que je dois aller chercher de plus pour mieux l'orienter vers quelle difficulté elle est? Je dois explorer quoi d'autre? Encore, je ne suis pas expert des ados 14 ans. Il y aurait à regarder depuis quand ça va moins bien, toute la séquence, voir quels sont les stress de façon très large qui ont pu être contributifs à ce qui est une présentation clinique où elle va moins bien. Puis des fois, elle peut prendre du temps avant de bien clarifier ça parce que des fois, les jeunes ne vont pas
faire le lien entre le stress et le symptôme. Et donc, tenter de comprendre qu'est-ce qui se passe, depuis quand, est-ce qu'il y a des stress, est-ce qu'il y a des facteurs qui augmentent ça, c'est quoi la détresse présentée par la personne. Et là, d'y aller plus spécifiquement dans les symptômes. Et après ça, ça peut être de demander une évaluation plus ciblée, là, psychologie, psychiatrie en rapport avec ça, dépendant des ressources qui sont disponibles. Je voulais savoir au niveau, je sais qu'il n'y a pas au niveau génétique, il n'y a rien qui peut, mais c'est-tu une prédisposition génétique? On pourrait le comprendre comme ça. La plupart des conditions médicales ou psychiatriques, ça a une prédisposition génétique. Là, les pourcentages sont variés. Hein. Si moi, j'ai un parent qui a tel type de maladie, problème cardiaque ou problème thyroïdien, je peux avoir plus de chances, mais il y a des maladies qui c'est clair, d'autres que non, il y a peu de chances. Pour le trouble de personnalité limite, comme on dit, la recherche n'est pas si tant claire que ça, mais oui, il y aurait c'est plus une empreinte ça aurait au niveau enfant. Là. Mais ça aurait des prédispositions génétiques. Maintenant, on ne le comprend pas parce que le trouble de personnalité limite, c'est un construit, c'est un syndrome. C'est pas comme... large. C'est large. Alors, est-ce que ça irait de par le fait que les parents transmettent génétiquement des éléments qui vont faire que le tempérament va être semblable, puis que de ce fait, les gens vont être dans la recherche de la nouveauté, dans faible persévérance, une certaine sensibilité à l'environnement? Peut-être. Mais est-ce que c'est un élément qui va le déclencher ou ça va être plus, c'est ça va être comme au niveau de l'environnement? Tu sais, comme moi, je suis atteinte, mais est-ce que si j'aurais été dans une autre famille complètement différente, j'aurais pu ne pas développer mon trouble? La réponse, c'est oui, mais nobody can tell you more than that. C'est comme, on voit dans des familles qu'il y a un misfit ou un mauvais match, où il y a eu un événement de vie qui peut être plein de choses. La mère, alors que l'enfant avait 7 ans, la mère a une maladie physique où il y a eu une mortalité, elle a quitté pendant 2 ans. Un frère, une sœur a eu une maladie sévère, ce qui fait que l'enfant a été un peu abandonné parce que toute l'attention a été donnée à l'autre enfant. Puis cet enfant-là, qui s'est senti abandonné, est plus fragile, puis avait d'autres difficultés à l'école où il était un peu bullied. Il y a plein d'éléments hyper détaillés qui ont pu faire que pour un enfant, à un moment donné, ça, c'est plus significatif que pour un autre. Mais on voit plein de familles où un va développer un trouble borderline, puis l'autre l'a pas du tout, puis pas proche d'eux. Je ne suis pas sûr que ça vous aide, mais c'est pour dire que c'est très large. Je voulais juste savoir, je ouais. savais qu'il y avait rien qui était non. Fini, mais je voulais être sûr qu'il n'y avait pas eu d'autres percées par rapport à ça. Moi, j'en connais pas. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de recherches là-dessus. Il y en a pour la génétique, mais pour l'environnement, on s'entend pour dire que c'est jamais bon là, d'avoir des situations d'abus, de négligence ou d'abandon. Mais on sait qu'il y a des enfants qui sont plus résilients que d'autres. On va prendre 2 autres questions. Ça va être ici. D'accord. Alors, un stress majeur peut l'avoir déclenché? Bien, un stress majeur à un âge particulier où la personne est relativement vulnérable, puis en même temps, dans l'idée où ça, l'enfant n'a pas eu la chance de se ressaisir. Mais ça dépend du stress. Là, c'est sûr, quand on parle de situation d'abus, de négligence, si c'est des proches parents, si c'est des gens plus proches, où l'enfant est un peu puzzled entre la confiance, mais aussi se sent mal à l'aise, c'est plus significatif. Mais on va voir des enfants qui ont une situation d'abus, mais qui ont en même temps un lien d'attachement intéressant avec une personne de la famille ou un ami qui va un peu les préserver puis les amener à bien évoluer quand même. Alors, il n'y a vraiment pas un seul scénario en rapport avec ça. Je voulais juste vous demander, est-ce que vous voyez souvent plusieurs enfants de la même famille ou est-ce que quelqu'un qui justement a un trouble de borderline, il est comme dans une famille qui est nombreuse, on va dire, est-ce qu'il peut y avoir plus? Il y a les deux. Il y a beaucoup de gens qu'on voit, puis il n'y a personne d'autre dans la famille quand on fait les antécédents familiaux qui ont des troubles de personnalité limite. Mais il y a des gens pour lesquels il y a beaucoup de problèmes de consommation, d'autres problèmes de santé mentale, beaucoup de gestes suicidaires dans la fratrie.
il arrive, c'est plus rare, mais il arrive que des fois, on a des gens related de la même famille. Là, on ne veut pas qu'ils se voient dans les traitements, là, mais c'est rare, ça. Mais on voit les deux. On voit des gens qui sont tout seuls là-dedans, puis on voit des gens qui ont de la famille aussi, ou des frères, sœurs, qui des fois ne sont pas diagnostiqués et qui ont des problématiques semblables. Alors, tu sais, oui, il y a eu des familles très dysfonctionnelles où plusieurs personnes ont été en situation de famille d'accueil pendant des années, il y a eu de l'abus. Alors, certains s'en sortent mieux que d'autres, certains ont plus de difficultés. Mais on voit très souvent des gens qui fonctionnent bien, là. Je voyais cet après-midi une jeune qui a eu des parents hyper attentionnés qui étaient présents, puis tu sais... oui, elle a plein de comportements TPL, mais il n'y a rien qui nous permet au retour de voir des manquements ou des abus qui ont pu survenir. Maintenant, je ne fais pas une enquête détaillée, là, mais on ne le voit pas. Bien, merci beaucoup d'être venu ce soir. Je sais que nos familles ont énormément bénéficié de votre présentation ce soir. Et s'il vous plaît, acceptez ce cadeau comme un petit signe de notre appréciation. C'est gentil, merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup. Puis bon, gênez-vous pas pour faire des pressions dans le système de santé. Gentiment.